Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie en Amérique. La vie en Amérique, c'est votre podcast dans lequel nous parlons de votre vie et de vos finances en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre carrière en Amérique. Nous parlons de votre vie et de vos affaires en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre famille en Amérique. Nous parlons de votre vie et de l'éducation en Amérique, l'éducation de vos enfants en Amérique. Nous parlons de votre vie et ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique. La vie en Amérique, c'est votre one-stop shop dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions relatives à ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique. Alors, nous vous invitons à pouvoir vous abonner massivement à notre chaîne La vie en Amérique sur YouTube et à pouvoir partager ces liens. Et aussi, nous vous prions de pouvoir download nos podcasts dans les plateformes telles que Spotify, telles que Apple Podcast, Google Cast, et nous vous prions aussi de pouvoir vous abonner massivement à notre page YouTube. Notre page Facebook La vie en Amérique, la page que vous pouvez utiliser pour poser vos questions, pour poser vos préoccupations, ou si vous voulez nous contacter pour une quelconque question ou intervention. Au micro, encore une fois de plus, c'est votre présentateur Ed Ngonga. Rebonjour. Aujourd'hui, comme nous l'avions promis, nous allons parler de la vie en Amérique, mythes et réalité. La vie en Amérique, mythes et réalité. Il y a beaucoup de mythes qui entourent l'Amérique. Voilà pourquoi beaucoup de gens, que ce soit en Afrique ou dans les pays de l'Amérique du Sud, tout le monde veut venir ici. Tout le monde croit que le paradis est ici. Tout le monde croit que l'Amérique c'est le meilleur et tout. Alors tout ça, ce sont des mythes parfois qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il y a des gens qui pensent que vivre en Amérique c'est comme vivre au paradis. J'ai un ami qui me disait que après le paradis c'est l'Amérique. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Il faut peut-être arriver ici pour se rendre compte que c'est pas toujours vrai ce que l'on nous raconte, et cela n'a rien à voir avec la réalité. Et voilà pourquoi j'aime cette parole de la Bible qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est dans Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi nous parlerons aujourd'hui de la vie en Amérique, mythe et réalité. Et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai de tout ce que nous avons appris de l'Amérique ou de la vie de vivre en Amérique. Vous savez, chacun de nous a eu d'une manière ou d'une autre avoir une idée de ce que c'était l'Amérique. Et si jamais on avait, parce qu'il n'a jamais été ici, et parfois il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des gens qui disent, qui pensent que non, voilà, en Amérique la vie elle est rose, vous devez rouler carrosse, la vie elle est facile et tout ça. Mais est-ce que tout ça c'est vrai? J'ai même appris quelqu'un a dû vendre tous ses partager tous ses biens et habits et consorts parce qu'il venait en Amérique. Les gens peuvent tout faire pour venir en Amérique, mais ce n'est pas comme si c'est tout donné, hein. C'est pas comme si c'est tout donné. C'est vraiment des mythes que l'on va essayer de démystifier aujourd'hui et essayer de pouvoir dire ce qui est vrai. Et sans être exhaustif, nous allons au cours de ce premier épisode évidemment voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai et parler de ces choses-là. Sans plus tarder, nous parlons du mythe numéro 1. C'est le mythe de la langue. Le mythe de la langue. Vous savez, pour réussir son intégration dans un pays étranger, et surtout si on ne parle pas cette langue-là, ce qu'on devrait faire, c'est faire un effort d'apprendre la langue du milieu. Parce que même si vous avez votre communauté sénégalaise,
ivoirienne, béninoise, camerounaise, tchadienne, togolaise, et j'en passe. Vous ne pouvez pas vivre à vase clos parce que vous ne trouverez pas des magasins uniquement togolaises ou béninoises. Vous ne trouverez pas les écoles uniquement congolaises ou camerounaises. Et voilà, ça, ce sont des choses que on ne peut pas faire parce que quand on vient dans un pays étranger, c'est que l'on doit faire, la première des choses, c'est d'apprendre la langue. La première des choses, c'est d'apprendre à communiquer. Vous savez, quand vous ne savez pas communiquer, parfois c'est frustrant. Alors, pour communiquer, il faut apprendre à parler. Si vous ne parlez pas la langue, c'est difficile de pouvoir communiquer. Vous voyez, remarquez dans nos pays africains, quand les amis occidentaux sont venus, qu'ils soient américains ou européens, certains ont fait un effort. Je sais ils nous ont appris leur langue. La langue française n'est pas la nôtre, ou la langue américaine, je veux dire anglaise. Mais ils nous ont appris leur langue. Mais au-delà de ça, remarquez que ce sont des gens qui ont tout fait pour apprendre nos langues à nous. Parce que vous prenez les premiers livres écrits, généralement ce sont des missionnaires dans des paroisses et autres. Ils parlaient nos langues. Parce que pour transmettre ce qu'ils avaient à transmettre, ils devaient parler nos langues. Et donc, parce qu'ils sont chez nous, ils parlaient nos langues. Pour la plupart, la majeure partie des cas, pas tous bien sûr. Mais maintenant, nous qui venons ici, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, c'est de parler la langue. Nous ne partons pas en France, nous ne partons pas en Belgique, nous ne sommes pas aussi non plus au Canada, au Québec, Montréal et tout, parce qu'il y a une partie qui parle pas français. Nous sommes soit dans les côtés anglophones du Canada, Edmonton, Toronto et tout ça. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui est incroyable, c'est que moi j'ai vu des gens qui vous disent que vous n'avez pas besoin d'apprendre à parler l'anglais parce que vous n'avez pas non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Et surtout si vous venez, vous avez des responsabilités, c'est-à-dire que vous êtes marié, vous avez votre famille et tout. On vous décourage carrément. Alors, voilà l'ironie du sort. Une fois, un ami me dit, écoute, j'ai parlé avec un monsieur. Il me dit que tu n'as pas besoin d'apprendre l'anglais. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre l'anglais. Et tout ce que dont tu as besoin, c'est de savoir l'anglais qu'on parle au store, l'anglais qu'on parle à l'hôpital et l'anglais qu'on parle à l'école des enfants. Vous imaginez, ça c'est un conseil qu'on donne à quelqu'un qui vient d'arriver ici. Vous voyez, ce qui fait que vous trouverez des gens qui sont ici, ça fait plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans. Mais ils ne savent pas tenir une conversation en français. Excusez-moi, en anglais. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. Comment est-ce que vous pouvez réussir une intégration si vous ne savez pas parler? Ça devait être la primeur. Ça devait être la priorité des priorités. Comment communiquer? Et je vous assure, quand on n'a pas communiqué, on ne sait pas communiquer, on ne peut pas aller de l'avant. Alors, le mythe, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre l'anglais. Ce mythe est totalement faux. Parce que pour réussir l'intégration dans un pays étranger, il faut apprendre l'anglais. Vous devez apprendre l'anglais. D'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aller au collège. Il y a des cours gratuits dans des églises, dans des collèges et des choses comme ça. Apprenez. Le problème, c'est que nous ne voulons pas apprendre dans la plupart des cas. On va avec le flow. Et surtout si vous êtes dans des states comme les states comme le Texas et autres, où vous n'avez pratiquement pas Kentucky, right? Où vous n'avez pas besoin de connaître l'anglais pour trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de manufactures. Et bon, dans la manufacture, on n'a pas besoin de ton oratoire, bien entendu. Dans la manufacture, on te donne une tâche, on t'explique et tu fais la tâche. Alors, le fait qu'on n'apprend pas l'anglais, quand on vient, c'est acceptable qu'on commence par ces petits boulots, si vous voulez, permettez-moi le terme. On commence par ça, mais on ne peut pas demeurer éternellement dans ça. Et l'une des raisons pour laquelle les gens ne peuvent pas aller au-delà, c'est parce que les gens ne parlent pas. Les gens ne savent pas parler.
Vous voyez? Quelqu'un qui a fait 5 ans ici, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, il ne sait pas tenir une conversation en anglais. Mais mes chers amis, ça c'est vraiment extraordinaire. Il faut être intentionnel. Voilà pourquoi quand nous finissons notre podcast, nous disons vivez de manière intentionnelle. Quand vous vivez de manière intentionnelle, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez où vous voulez arriver, vous savez ce qu'il faut faire pour y arriver. Vous voyez? Et donc, ça, ce sont des choses qui se disent dans nos communautés et les gens restent comme ça. Les gens se contentent de peu alors qu'ils ont le potentiel d'aller plus loin. Mais parce que, bon, on est dans un environnement où on ne parle que le bambara ou on parle, voilà, qui les djoula ou je ne sais pas moi, quoi. Vous voyez? Et donc, ça, ce sont des questions qu'il faudrait vraiment sur lesquelles il faudrait essayer de travailler. La réalité est que nous devons apprendre la langue du milieu. C'est d'une importance capitale. Mais comment est-ce que nous pouvons apprendre cette langue si nous sommes entourés des gens qui ne parlent que français ou nos langues d'origine? Au travail où nous sommes, nous faisons le regroupement entre nous, Africains, francophones. Oui, je l'ai remarqué parce que moi-même, j'en suis une expérience. On se retrouve, c'est tout à fait normal, hein. On parle la même langue, on essaie d'être ensemble et tout. Et puis dans nos lieux de culte, parlons-en, dans nos lieux de culte par moment, c'est normal, hein, parce que c'est un sujet totalement, voilà, où je ne veux pas m'aventurer parce que les gens choisissent leur lieu de culte selon qu'ils sont convaincus, que ça soit une mosquée musulmane, enfin une mosquée francophone ou anglaise ou je ne sais pas moi quoi, ou une église francophone ou anglaise et des choses comme ça. Mais remarquez que dans la plupart des cas, on est dans nos lieux de culte, c'est le français qui domine ou c'est notre langue d'origine. Alors tout ça, ce sont des choses qui ne nous permettent pas parfois, si on fréquente souvent ces milieux, ça ne peut pas nous permettre de pouvoir avancer. Mais aussi nos amis, les amis qui nous entourent, c'est toujours nos amis parfois avec lesquels nous sommes venus, ce qui est normal. Et je ne dis pas qu'il faut couper ces relations-là, mais il faut faire la balance avec ces mêmes amis. Est-ce qu'on peut pas parler anglais? Parce que nos enfants parlent anglais. Ou on peut aussi avoir d'autres amis du milieu du pays où nous sommes venus. Ouais, ça c'est aussi possible. Mais généralement c'est difficile qu'on en arrive là. Un autre point, c'est que comment est-ce qu'on peut apprendre, excusez-moi, si ce que nous regardons à la télé n'a trait qu'avec ce qui se passe dans nos pays d'origine. Vous pouvez trouver quelqu'un qui connaît beaucoup plus des choses qui se passent à Dakar, n'est-ce pas? Ou qui se passent à Yaoundé ou à Kinshasa, mais qui ne connaît peut-être rien de ce qui se passe dans l'état dans lequel il vit ou dans la ville dans laquelle il vit. Pourquoi? Parce que sur nos chaînes YouTube, nous ne regardons que les choses qui sont de chez nous. Ce qui n'est pas mauvais, parce qu'on a toujours ce feeling de homesick. Mais est-ce que nous devons nous arrêter là? Est-ce que nous devons seulement regarder ces choses et puis nous arrêter là? Généralement, ça parle des choses qui se passent chez nous. On a toujours ce cœur pour son pays d'origine et ça, je n'en disconviens pas. Mais la meilleure manière d'aider son pays d'origine, c'est de pouvoir se former ici, être compétent ici. Comme ça, vous pouvez arriver à aller aider votre pays d'origine. Mais si tout le temps, ce que vous passez à la télévision, ce que vous voyez à la télévision, c'est toujours les émissions, les shows de chez nous qui se passent en français ou dans nos langues, alors, je me demande comment est-ce qu'on peut arriver, comment est-ce qu'on peut arriver à s'intégrer de cette manière-là. Alors, il faudrait que nous puissions vraiment travailler là-dessus, essayer de pouvoir apprendre la langue et être intentionnel de cette manière-là. Vous pouvez apprendre la langue en allant au collège, prendre des cours de ISL. Vous pouvez apprendre la langue comme nous, l'autodidacte. Vous voyez derrière moi des livres. J'ai quelques 2 ou 3 livres en français. Mais la plupart des livres qui sont là-bas sont des livres en anglais. C'est juste être autodidacte, apprendre soi-même. Et comme moi, j'aime le public speaking, je me suis inscrit à Toastmaster International où je vais faire la pratique de comment parler en public, mais en anglais. Et ça m'aide. Mais dire aussi que beaucoup de contacts que nous avons sont aussi des contacts anglophones. Alors, ça, c'était le premier mythe. Le deuxième mythe,
C'est que on nous dit toujours que les États-Unis, c'est un pays d'opportunité pour tous. Il suffit que vous y arrivez et donc vous aurez toutes les opportunités qui vous attendent. En tout cas, ça, je ne sais pas. Je peux me dire que c'est un pays d'opportunités, comme il y a les opportunités partout aussi. Comme il y a les opportunités en Europe, en Afrique. Voilà, la réalité c'est celle-là. Les opportunités, on les trouve partout. Pas qu'aux États-Unis. Vous voyez, les opportunités sont partout. Les États-Unis sont un pays d'opportunités, bien sûr, comme on peut en trouver partout. Mais écoutez, si vous n'avez pas su trouver une opportunité en Afrique, ça sera difficile d'en trouver ici, parce qu'il faudrait être intentionnel quant à trouver cette opportunité-là. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici, mais si on n'a pas la bonne information, si on ne cherche pas, rien à faire. L'opportunité ne tombera pas du ciel. Vous voyez? Alors vous voyez quelqu'un qui vient, qui dit, voilà, les États-Unis sont un pays d'opportunité, et puis bon, il arrive ici, il ne voit pas d'opportunité. Ça, c'est un mythe. C'est un pays d'opportunité, oui, mais cette opportunité-là, il faut la chercher. Cette opportunité-là, si vous ne pouvez pas la chercher, il faut la créer. Vous voyez? Et donc, il faut travailler pour arriver à avoir cette opportunité. L'opportunité n'arrive que quand on travaille. Vous voyez? Et ça, c'est la même chose. C'est une loi universelle. De partout où vous pouvez trouver de l'opportunité. Si vous travaillez, si vous êtes suffisamment intentionnel par rapport à ce que vous voulez faire, si vous savez ce que vous voulez faire et vous êtes déterminé, vous avez un plan, vous avez l'opportunité. Vous voyez? Et on lui dit toujours, non, voilà, chez nous, ça ne marche pas, chez nous, comme ci, chez nous, comme ça. Tout ça, c'est bon. Mais vous connaissez-vous un seul ami chez nous? Connaissez-vous peut-être un ami qui s'en sort très bien? Mieux qu'ici? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La vie n'est pas que rose ici. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent mieux la vie chez nous. Il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent que parfois nous ici, voilà, on n'est même pas à mesure de faire. Vous voyez? Alors, ça, ce sont des choses qu'il faut revoir. Ça sont des choses qu'il faut revoir. C'est un mythe. Il y a des opportunités ici, comme il y en a au Sénégal, au Congo. Peut-être pas dans la même capacité, la même dimension, mais il y a ces opportunités-là. Parce que si vous ne savez pas vous faire l'argent au pays, en tout cas, si en venant ici, ça sera difficile parce que vous devez savoir vous faire cet argent-là. Ça, c'est en parlant des opportunités financières. Mais cela étant, il faut dire que il y a des choses comme à cause de l'économie qu'on ne trouve pas chez nous. Voilà, vous ne pouvez pas, par exemple, chez nous, investir dans les mutual funds, des choses comme ça. Il n'y en a pas parce que notre économie, c'est qu'elle est. Oui, ça, ce sont des choses évidentes qu'on ne trouve qu'ici. Mais parler de manière générale que c'est un pays d'opportunité et que tout le monde peut avoir son opportunité ici. En tout cas, c'est un mythe. La réalité, c'est que les opportunités sont partout. Qu'elles soient financières, qu'elles soient sur le plan d'éducation, qu'elles soient sur le plan de business et tout, les opportunités sont partout. Parfois, les gens qui étudient chez nous étudient mieux en termes ne dépensent pas beaucoup en termes de moyens financiers et tout. Et donc, voilà le deuxième mythe. Le troisième mythe, voilà, ça c'est le plus grand. Les États-Unis sont une économie basée sur le crédit, ce qui est vrai. Vous devrez absolument construire votre crédit en prenant les biens meubles et immeubles à crédit. Pardon, en prenant le credit card pour faire les achats et ainsi construire son crédit. Tout le monde parle des crédits, tout le monde court dans tous les sens. Oui, le crédit est important. Le crédit est important parce que c'est juste pour voir votre capacité de pouvoir prendre les dettes et les repayer. C'est tout ce que ça veut dire, le crédit. Mais c'est important parce que pour qualifier pour le mortgage, par exemple, il faudrait qu'on check vos crédits, qu'on check votre histoire de crédit et peut-être pour autre chose et tout ça là. Mais qu'est-ce qu'est le crédit? Le crédit, c'est selon ce qu'on appelle le FICO score, FICO score, FICO score. C'est composé de éléments suivants. 35% de votre dette, de 35% de votre manière de repayer la dette, 30% des dettes que vous avez, 15%
de combien de temps vous avez ces dettes-là, 10% des nouvelles dettes, 10% des types de dettes. Je répète, 35% de l'histoire de repaiement des dettes que vous avez, 30% des dettes que vous avez, 15% de combien de temps vous avez que vous avez avec cette dette-là, 10% de nouvelles dettes et 10% des types de dettes. Donc, c'est basé totalement sur les dettes que tu as et pas sur combien d'argent que tu as. Donc, le crédit n'est pas un signe de richesse. Non, le crédit n'est pas un signe de richesse. C'est justement basé sur les dettes. Mais est-ce il faudrait l'avoir ou il ne faudrait pas l'avoir? Oui, vous devez l'avoir si vous envisagez acheter une maison. Mais je vais vous dire une chose, c'est que c'est seulement parce que la plupart des compagnies de mortgage n'ont pas le temps de faire ce qu'on appelle les manual underwriting. C'est-à-dire que on peut process la manière dont tu as payé tes bills les 2 dernières années sans passer par le bureau de crédit que vous connaissez là, Experian et tout ça là. Alors, il y a des compagnies qui font ça, qui font le manual underwriting, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, ils ne recourent pas à ces bureaux-là. Ce qu'ils font, c'est prendre tes bills des 2 dernières années, ton loyer, les bills de courant, électricité, tout ça là. Ils processent ça. Ils peuvent faire ça manuellement et tu peux aussi qualifier pour le mortgage. Mais ce n'est pas vraiment courant. Alors voilà pourquoi. Parce que la plupart des compagnies procède par les bureaux des crédits pour établir ta crédibilité. Mais alors, est-ce qu'il faudrait avoir le crédit? Comme je l'ai dit, si, il faudrait l'avoir parce que on devra finalement vouloir acheter une maison avec ça et tout. Mais comment le construire? Devrais-je aller prendre forcément un véhicule à crédit, comme ça je peux construire mon crédit? Est-ce que je dois prendre des cartes de crédit et tout ça? Mais mes chers amis, je vous assure que il faut faire très attention avec ces choses parce que ce sont des choses qui vous plongent dans des dettes et qui ralentissent votre élan dans l'intégration. Vous pouvez par exemple procéder à ce qu'ils appellent utiliser les Secure Credit Cards. Vous pouvez aller dans votre banque et la banque peut vous donner un Secure Credit Card. Ça veut dire vous prenez votre argent, vous mettez ça dans un savings account avec votre banque et vous utilisez ça comme pour construire le crédit. Et cela est possible, cela est faisable. Vous pouvez parler avec votre banque. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre des cartes de crédit parce qu'au fur et à mesure ça augmente. On vous dit non, on m'a offert une carte de 5 000. On m'a offert une carte. Donc ça, moi j'ai là. Non, c'est pas ton argent. C'est de l'argent d'autrui. Et cet argent-là, on te dit non, il faut seulement payer un peu à la fin du mois, 25%, je sais pas moi, $25 ou quoi et tout. Mais au finish, tu te retrouves que je me retrouve déjà avec autant de dettes. Et je vous assure que ça fait des histoires ici en Amérique. Il faut faire très 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 attention avec cette histoire de crédit. Vous pouvez vivre sans crédit ou soit vous le construire avec Secure Credit Cards et vivre normalement votre vie. Vous pouvez aller louer un véhicule avec votre credit card, c'est possible. Avec votre debit card, c'est possible maintenant là. Donc il faut faire attention avec ce mythe de crédit. Donc ça c'était le troisième. Le quatrième mythe, c'est que le seul moyen d'aller à l'université aux États-Unis, c'est de prendre des student loans. Sans student loan, il n'y a pas moyen d'étudier. Ça, c'est totalement faux. La réalité, c'est que vous pouvez aller à l'école, à l'université aux États-Unis d'Amérique sans contracter aucune dette. Nous avons des gens qui sont allés à l'université sans dette et qui continuent même dans leur PhD sans dette. Nous les aurons ici dans ces podcasts et ils vont faire leur témoignage. Et ça, c'est la norme. C'est la norme. On veut s'adapter à ce qui est normal. C'est comme ça que les Américains vivent. Ça a toujours été comme ça. Non, ça a toujours été comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme eux. Vous voyez? Et donc, il y a moyen d'aller à l'université sans prendre les student loans. Vous pouvez payer vous-même out of pocket si c'est un master. Moi, je connais des gens qui ont fait leur master avec 10,000, donc $10,000, ou moi-même des $10,000. Vous voyez? Tandis qu'il y a aussi des gens qui ont fait leur master
avec près de 70 000 ou je sais pas moi 30 000 $. Vous voyez, donc il y a tout ça. Ce sont des choses qu'on nous raconte, des mythes et tout. Et puis après, les gens entrent dedans et se retrouvent coincés. Tu as déjà la dette de ton master que tu viens de faire ou de ton bachelor. Ça te tient au cou. Ça te permet pas de t'épanouir. Ça te permet pas de pouvoir avancer. Alors, prendre la dette pour aller à l'université, c'est vraiment pas une bonne décision parce qu'il y a d'autres choses, d'autres possibilités, notamment payer out of pocket avec des prix abordables, mais aussi payer aller avec les scholarships. Il y a beaucoup de scholarships qui vont inclure toutes les années. Vous pouvez claim ces scholarships, ça demande du temps. Vous devez chercher, écrire, à faire les applications, mais vous arriverez toujours à trouver des scholarships pour financer vos études. Mais aussi selon certaines données que nous avons pu obtenir, on dit que la moyenne de student loan par étudiant c'est 36 510 et voyez 36 510, ça c'est la moyenne. Il y a un documentaire qui est sorti la semaine dernière, Borrowed Future, c'est sur Prime, Amazon Prime, vous pouvez regarder ça et vous allez voir la débâcle de cette histoire des student loans. Et il y a quelques faits par rapport aux student loans. On dit 1 sur 4 ménages en Amérique a un student loan, c'est-à-dire 45 millions d'Américains adultes ont des student loans. La moyenne par emprunteur est de 38 792 et en 2020, 16 millions d'emprunteurs, ceux qui ont emprunté, n'est-ce pas, les student loans, ne sont pas arrivés à payer. Et près de 70% des étudiants terminent avec les student loans. 70% des étudiants aux États-Unis d'Amérique. Les prix de l'éducation ont augmenté de 430% depuis 1994, dépassant l'augmentation de la nourriture et de la santé. Ça, vous pouvez trouver ça dans US Department of Education. Ils ont parlé de ça. 430%. Le prix de l'éducation a augmenté de 430% parce que finalement, l'éducation, c'est comme des business. Seulement 96 personnes sur les 30 000 personnes qui avaient appliqué pour le programme de pardon avaient obtenu le pardon. Ça, vous pouvez trouver ça dans le website de Federal Student Aid 2019. Donc voilà, ça, ce sont des choses, des réalités qui sont là. Avec cette histoire des student loans, il faut faire très 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 attention. Vous pouvez étudier autrement sans prendre les student loans. Nous allons terminer ce podcast avec le 6e mythe. Venant d'un pays francophone, il faut oublier vos diplômes car ils ne serviront à rien. Si vous voulez avoir les points, il va falloir tout recommencer. Ça c'est ce que nous avons appris, hein, et notamment nous qui avons fait des sciences un peu qui ne sont pas la même chose qu'ici, c'est-à-dire vous prenez le droit et la médecine et tout ça là. On nous a dit qu'il faut oublier, moi personnellement on m'a dit il faut oublier ton diplôme de droit. Vous voyez? Mais bon, est-ce que je peux pas blâmer les gens qui disent ça parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas. Je sais que moi-même j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y a un programme qu'on appelle LLM pour ceux qui ont fait le droit à l'étranger, qui veulent faire un master. C'est un programme juste d'une année. Vous voyez, mais tout ça, nous ne connaissions pas ça en venant. Il nous a dit ça, il faut oublier les diplômes, ça ne vous servira pas et tout, c'est faux. Votre diplôme vous servira bel et bien. Et voilà où vous avez l'avantage par rapport aux Américains. Nous qui avons déjà les diplômes de chez nous, de nos pays d'origine. L'avantage, c'est que nous avons déjà éliminé un peu cette partie des bachelors. Et avec ce bachelor-là, ça te met déjà dans le pole position, même par rapport au travail. On nous dit que vous ne pouvez pas trouver du travail avec votre bachelor d'ici. C'est faux. C'est faux et archi faux. Votre bachelor peut faire quelque chose ici. Moi, j'en ai trouvé avec mon bachelor, avec mon law degree from Congo. J'ai trouvé le travail ici, voilà. Parce qu'on demandait qu'on ait le bachelor. On ne m'a pas dit non, voilà, toi parce que tu as un diplôme du Congo, ça ne servira à rien. Non. Alors, il faut faire très attention, mes chers amis. Il faut que nous puissions nous informer. Voilà la raison pour laquelle ce podcast existe. Alors, encore une fois de plus, merci d'avoir suivi et nous vous prions de pouvoir vous abonner sur notre page Facebook La Vie en Amérique, vous abonner sur notre page YouTube La Vie en Amérique et partager si vous avez aimé ces contenus. Jusqu'au prochain numéro, vivez de manière
intentionnel.